Bonjour et bienvenue au Female Gaze Book Club. La vidéo que vous vous apprêtez à voir a été enregistrée lors de notre rencontre avec Rose Lamy le 13 juin 2025 à Lyon pour discuter de son essai Ascendant Beauf. On remercie le Mob Hotel qui rend ces événements possibles et si vous voulez venir au prochain, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Tu es derrière le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre depuis 2019. Tu l'as créé au départ pour décrypter le traitement sexiste des informations dans les médias, en particulier ce qui concernait les femmes et les violences sexistes et sexuelles. Tu as donc écrit un premier livre qui était Défaire le discours sexiste dans les médias, qui est paru en 2021. Tu as ensuite dirigé l'ouvrage collectif MeToo au-delà du hashtag, qui est paru en 2022. En 2023, tu as publié Un bon père de famille, pour lequel tu es venu l'année dernière nous en parler. Et donc, on est là pour parler de ton troisième livre. Oui, de ton troisième livre, Ascendant Beauf. On comprend mieux le burn-out un peu en lisant toute cette suite de livres. Oui. C'est un essai, mais aussi un récit personnel où tu livres pas mal d'épisodes de ta vie. Ta question de départ, on pourrait la résumer, tu me corriges si je me trompe, par c'est quoi être beauf et pourquoi c'est un problème? Est-ce que c'est un problème et pourquoi ça en serait un? Ouais, c'est ça. C'est un essai, mais c'est un récit aussi très personnel. Des sociologues en ce moment qui disent que c'est pas un essai, par exemple. Tu parles dans ce livre de violence de classe que tu as vécu toi, mais que tu trouves aussi dans des chiffres et analyses sociologiques. Quand même. Tu parles du continuum, tu parles du beauf de Cabu, tu parles de gentrification culturelle, tu parles des femmes beaufs, ou plutôt tu te demandes où elles sont. C'est passionnant, ça amène beaucoup de révélations. Ça fait partie de ces livres qui sont pas si nombreux où on te lit et on se dit ah mais oui en fait on n'a pas l'impression de découvrir quelque chose mais qu'on savait déjà depuis toujours sans savoir que en fait c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément conscientisé ou pas forcément intellectualisé et du coup c'est vraiment euh, intéressant et utile. Comme avec tous tes livres, tu mets sur la table des notions nouvelles, des points de vue nouveaux, et c'est très pertinent à chaque fois. Donc merci d'être avec nous pour en discuter. Merci, cette présentation, c'est trop bien. Je laisse le micro à Vanessa qui a préparé, je crois, une petite lecture d'introduction peut-être. Donc je vais lire un petit passage qui est au début de ton livre où tu parles de quelques mots que tu as retrouvés dans un carnet de notes. Je découvre ces lignes, résignée, rédigées à 23 ans. Je ne pense pas être un jour écrivain, pour les raisons sociales évoquées ci-avant. Et surtout parce qu'on s'en fout au fond de moi. J'ai pleinement conscience de mon insignifiance. On m'a posé là, dans des conditions assez défavorables à l'épanouissement. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé de réussir, et puis je me suis résignée. Tant pis, ce sera dans une prochaine vie. J'ai lu les récits de Transclasse, ces rescapés du prolétariat qui racontent leurs histoires. J'ai pensé qu'on se ressemblait puisque nous venions du même monde, mais leur histoire n'est pas la mienne. J'ai passé trop de temps du côté de l'écrasement, de la résignation, de l'absence d'horizon. Ma trajectoire a plus à voir avec celle d'une gagnante au loto ou d'un personnage de télé-réalité pour qui le public a voté qu'à celle d'une héroïne de la méritocratie à la française. J'ai été déplacée d'un point A, intérimaire dans les réseaux sociaux, à un point B, autrice et personnalité publique en 4 ans, sans explication, sans formation. Je n'ai pas reçu le vaccin des grandes écoles, ni développé d'anticorps contre mon ascendant beauf. Et un peu plus loin, tu lui dis je ne suis pas transfuge, mais son antagoniste, une beauf, un être culturellement non modifié par les études qui reste contaminé par l'inculture et le mauvais goût pour toujours. C'est hyper intéressant que tu tiennes, enfin que tu attaches, que tu expliques pourquoi tu te considères aujourd'hui comme beauf et pas transclasse. Et voilà, j'avais envie que je nous en parle. Je transclasse, je dirais oui, moi. C'est plus le mot transfuge qui a une charge de. C'est dans son étymologie de changement de camp, où c'est très clair, c'est une amplitude extrême et on passe vraiment d'un milieu très, en l'occurrence très prolétaire pour les exemples qu'on connaît, à un parcours d'excellence, à la reconnaissance, voire au prix Nobel. Et c'est un peu le discours. Un des seuls discours qu'on entend en France sur le déplacement social. Et moi, je voulais raconter des déplacements sociaux plus moyens ou plus alternatifs, comme le mien.
Voilà, nous, la première génération, réseaux sociaux, donc c'est la première fois qu'on voit des influenceurs devenir millionnaires, des gens arriver dans le milieu de l'édition, dans la musique. Voilà, c'est une nouvelle manière de réussir, mais il y en a aussi plein d'autres parce qu'avant ça, moi, j'y étais un peu dans la quête de mobilité sociale aussi, qui a plus ou moins foiré. Mais, mais voilà, j'étais animée par ça aussi. Et on est beaucoup, je pense. Et voilà, on raconte beaucoup le récit transfuge une fois qu'il est réussi. Et c'est un peu l'exception qui confirme qu'en fait, le système est pas si malade parce qu'il y a des exemples comme ça. Mais en fait, il y a plein de gens qui essayent de bouger. Il y en a qui bougent un tout petit peu, il y en a qui bougent pas. Il y en a qui se déclassent. Et c'était un peu pour raconter tout ça. En tout cas, je me transfuge, peut-être que voilà, des gens diront que je le suis. Mais moi, je voulais pas raconter le transfuge dominant un peu stéréotypé qu'on a beaucoup lu. Ton livre est émaillé de références musicales et de paroles de chansons. Je crois que tu commences tous tes chapitres par un extrait d'une chanson. Et je voulais te demander si c'est parce que tu considères que la musique serait la culture populaire par excellence, ou est-ce que c'était réfléchi comme ça, ou c'est parce que tu écris page 62 que la musique t'aide à structurer tes idées et que c'était plus... Oui, c'est plus ça, hein. En fait, c'était des échafaudages du brouillon et ça a toujours été des échafaudages. J'ai des tonnes de textes qui viennent de chansons. J'ai fait des rushs de célibat dans la chanson. Enfin, je fais beaucoup ça. Je raconte dans le livre que ça vient de l'enfance parce que moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 4 ans. On a déménagé, on s'est installé dans un appartement. Ma mère a dû retravailler et donc ma nounou m'a mis devant le top 50. C'était pas une super nounou, voilà. Mais tous les jours, et j'ai vraiment appris à penser. J'ai appris les textes. Voilà, je trouvais même qu'on se parlait pas beaucoup dans la famille. Enfin, ça, je me le pense après coup, et que on se mettait des titres. Des fois, on parlait pas dans la voiture, mais on écoutait des chansons et c'est comme ça qu'on communiquait. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Et même pour le livre, il y avait des thèmes que j'avais déjà. Dans la partie Mourir pour des idées, c'est vraiment cette chanson de Brassens qui me revient, dans l'anecdote que je raconte. Donc voilà, moi en tout cas, c'est mon premier, mon art premier, quoi. Depuis toute petite. Encore maintenant, c'est celui qui prend toute la place dans mes pratiques culturelles. J'aimais bien aussi l'idée un peu provoque après coup de mettre sur le même plan Pierre Bourdieu et Goldman, quoi. Ils sont traités pareil. Jodassin, voilà. J'aimais bien aussi de montrer que ces chansons, c'est pas juste tourner les serviettes à la salle des fêtes, que c'est pas que du divertissement, qu'il y a de la philosophie, de la socio, voilà, de la sagesse, du spleen aussi. Je parle un moment de beauf pessimisme, donc c'est totale invention. Voilà, par exemple, raconter ce spleen particulier là que je ressens dans ma famille par rapport à la politique, le tous pourri, on s'en sortira jamais, tout est perdu, l'absence d'horizon, dont je parlais dans l'extrait. Voilà, sur le désert médicaux en ce moment, c'est hyper, c'est assez désespéré. Voilà. Donc c'est aussi ces chansons-là qui portent peut-être ces affects aussi qui me permettent d'en parler. Un parallèle qu'on peut faire avec ton livre précédent, c'est que la figure du beau, finalement, elle sert un peu, on lui met beaucoup de choses sur le dos. Il est raciste, il est complotiste, il est machiste. Et au final, c'est aussi un moyen de se distancier de ces idées-là, comme dans ton précédent livre, quand tu parlais de la figure de l'étranger ou du monstre. Déjà, de l'homme populaire, hein, Et déjà, oui, c'est vrai, dans la dernière partie. t'en parlais déjà. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de parallèles entre tes deux livres. Un autre, c'est le continuum des violences de classe qui vont des blagues aux inégalités qui sont mortelles, et dans ton précédent livre, c'est le continuum dans les violences sexistes. Oui. Est-ce que tu peux développer cette idée-là? Oui, et j'avais pas prévu de parler du beauf au départ. Je partais sur un assez flemmard après coup aussi, défaire le discours classiste dans les médias.
Mais j'avais commencé à épingler plein de citations et d'exemples de trucs que je trouvais affreux. Et il y avait beaucoup de phrases d'Emmanuel Macron, d'ailleurs. Moi, j'avais commencé un peu à faire ça. Et puis, au fur et à mesure de mes recherches, je tombe un jour sur une vidéo de France Culture avec Gérard Mauger. Et ça s'appelle Mépris de classe. Non, Le Beauf, 50 années de mépris de classe. Où je me dis, c'est quoi le rapport en fait entre le beauf et le mépris de classe? Et lui, il l'explique très bien. Il a une thèse là-dessus. Enfin, sa théorie, c'est que. Bon, je sais pas, on rentrera peut-être dans la définition un peu plus tard, mais en tout cas, je fais le lien à ce moment-là. Et je me dis, génial, moi qui adore les figures symboliques, non sociologiques, mais quand même qui existent sans exister. Voilà, je me dis, moi j'aime bien faire ça. Et je me dis, ok, je vais l'orienter là-dessus, ce qui veut dire que ça parle de mépris de classe, mais surtout de mépris culturel. Voilà. Et oui, j'ai pris. Enfin, de toute façon, j'ai un raisonnement qui est toujours un peu le même, que là j'ai essayé de décliner. Tout ne marche pas et j'ai pas fait systématiquement la même chose. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des ressemblances avec le continuum. Ouais, donc si on adhère à la thèse de Gérard Mauger que le beauf, c'est une sorte d'agrégation de toutes les caractéristiques des classes populaires, alors le beauf sert à humilier les classes populaires en donnant l'impression de ne pas le faire. Parce qu'on est d'accord qu'on ne va pas dire à un ouvrier travaille plus pour gagner plus, pour gagner plus, t'es vraiment misérable de ne pas avoir réussi à sortir de ta condition. Enfin, j'espère qu'on n'en est plus là, voilà. À gauche en tout cas. Mais il est beaucoup plus facile de se moquer des goûts, des coiffures, des modes de vacances, de la musique écoutée de ces mêmes catégories de personnes pour exercer en fait la même domination, mais avec un chemin détourné. Ce que j'ai noté d'intéressant aussi par rapport à Gérard Mauger, toujours, c'est que tu expliques dans ton livre ça, un peu l'origine de la figure du bœuf. Moi, c'est Cabu qui l'a dessiné. Et selon Gérard Mauger, c'est aussi en 69, il y a eu un référendum qui a mis la droite au pouvoir. Et c'est à ce moment-là. Oui, faut le petit contexte avant quand même d'être en plein en mai 68 avec des blocages d'universités, des grandes manifestations, les plus gros blocages d'usines de la Ve République, je pense. Et il y a vraiment la gauche qu'on appelle le gauchisme à l'époque, trotskiste, communiste, anarchiste. Bon, anarchiste, bref, on s'en fout. Gauchiste, qui est persuadé que la révolution est imminente. Et ce qui est important de rajouter, c'est qu'il y a une alliance, au moins sur le papier et dans certains faits, entre les intellectuels bourgeois de gauche et les ouvriers. Un point qui matérialise cette alliance, c'est qu'il y a des établis. Donc ça, c'est le maoïsme. Il y a des établis, donc des gens qui se déclassent volontairement, des gens profs d'université par exemple, ou universitaires, ou intellectuels partisans de la Révolution, qui vont se déclasser pour aller dans les usines, ensuite essayer de lancer le mouvement, puis après d'essayer de le relancer. Et donc, ils sont un peu main dans la main avec les ouvriers. Et il y a une forme d'idéalisation du pauvre qui est celui par qui la Révolution arrivera. C'est une forme d'instrumentalisation positive, certes, mais c'est un rapport un peu fétichisé ou romantisé à cette figure du pauvre, du bon pauvre. Et donc, comme tu le disais, en 69, il y a un référendum. De Gaulle donne la parole au reste de la France. C'est une dissolution de l'Assemblée. C'est pas un référendum, mais dissolution de l'Assemblée, législative anticipée, exactement comme ce qu'on a connu l'année dernière. Et les gens votent pour la fin de mai 68 pour la coalition de droite. Donc, ils réaffirment leur soutien à De Gaulle. Et ça met de fait fin à mai 68, même si après, il y aura des tentatives de relance. Et selon Gérard Mauger, il y a naît de ce vote-là un ressentiment contre un autre pauvre de classe populaire et de petite classe moyenne qui a voté contre cette émancipation qui allait arriver. L'idée a commencé à circuler qu'ils ne connaissaient pas leurs intérêts, que de toute façon, ils s'étaient laissés porter par les médias, que il s'est pas d'effort de s'informer, puis tout un truc est monté comme ça il y a une dimension
du vote, évidemment, donc qui sont associés à la droite, au conservatisme, voilà. Et au fur et à mesure, il y a les goûts qui s'agrègent, la chasse, anti-écolo, sexiste, voilà, toutes ces choses qui arrivent et c'est ça que fixe, Cabu quand il dessine son beauf. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que ce beauf est dessiné par Cabu avec un antagoniste, 2 personnages qui, s'affrontent et qui se retrouvent au repas de communion comme il l'écrit, donc qui sont de la même famille et c'est le grand Duduche. Et lui, c'est tout l'inverse du beauf, c'est l'étudiant, je pense qu'il est à la Sorbonne, il commence à exister au lycée. Petites lunettes, élancé, et alors lui, il est féministe, il est antiraciste, voilà, il embrasse toutes les causes, progressistes et il est tout l'inverse, du beauf. Et donc il y a ce duo qui arrive. Donc le Grand Duduche, c'est un personnage important aussi, un personnage symbolique important de l'histoire. J'ai envie de lire du coup le passage où tu en parles parce que c'est un passage que j'aime beaucoup. Il est en effet impossible de comprendre le beauf sans parler de sa figure antagoniste, le Grand Duduche, un personnage que Cabu a pensé comme son autoportrait et qu'il dessinera de 1963 jusqu'à son assassinat en 2015 lors des attentats de Charlie Hebdo. Les 2 personnages sont opposés de manière quasi symétrique. Le Grand Duduche est un lycéen, le beauf un homme adulte de 40 ou 50 ans. Le Duduche, c'est dans son nom, est grand, long, élancé. Le beauf est trapu et bedonnant. Le Grand Duduche a les cheveux blonds et longs et de petites lunettes qui marquent son côté intello. Le beauf a le visage rond et rougeau et on le voit souvent représenté avec une bouteille de vin, une moustache, des cheveux courts, une calvitie partielle et portant des chemises à carreaux, marcel, pantalon classique ou short. La description pourrait correspondre à mon père. Est-ce que l'essence beauf se transmet de père en fille? Le Grand Duduche est le bobo ou le woke désigné par les réactionnaires français de 2025. Rêveur, idéaliste, pacifiste, humaniste, cultivé, non-violent, ouvert d'esprit, féministe, antiraciste, symbole de tolérance et enclin à remettre en question les normes sociales, il vote à gauche ou à l'extrême gauche et est intelligent, éduqué, diplômé. Il se distingue absolument du beauf, qui vote à droite, voire à l'extrême droite, qui est misogyne, machiste, homophobe, raciste, xénophobe, anti-intellectuel, partisan de l'ordre, conservateur, conformiste, grossier, obtus, belliqueux, chasseur, militaire, fan de centrales nucléaires, ignorant et inculte. Leurs pratiques culturelles, leurs goûts diffèrent aussi. Le beauf a le goût des classes populaires pour la chasse, la pétanque, la télévision, la musique, la variété, le camping, le tiercé, le Tour de France ou le foot. Il conduit des voitures, mange de la viande et aime la chasse. Le Grand Duduche aime la lecture, le cinéma, le théâtre, la musique, la chanson française mais pas la variété, manger bio et partir en vacances en train. Je me sens Duduche en lisant ces lignes, mais peut-on totalement échapper à son ascendant beauf? Oui. Ouais, je trouve que c'est un duo intéressant pour, parce que on dit qu'on est tous le beauf de quelqu'un, mais on est aussi tous le duduche de quelqu'un. Et je fais beaucoup ce mouvement d'être des 2 côtés, en fait. Et je crois que c'est peut-être aussi, ce qui a pu plaire, enfin, ce qui plaît dans le livre, là, et les retours qu'on me fait, c'est justement, d'être dans une approche non, morale, c'est pas bien, de s'attaquer au beauf parce que, ce serait un peu vain puisque moi, je pense qu'il n'existe pas. Et voilà, c'est fluide, voilà, on passe de l'un à l'autre et on arrive à voir, voilà, cet affrontement. Donc moi qui je pense, je pense qu'on se traîne encore cet affrontement en 2025 avec, les woke et le tonton raciste qui est une forme qui est un avatar, du tonton raciste. Voilà, le tonton raciste, c'est l'avatar du beauf moderne et on voit, c'est encore la famille. C'est plus le beau-frère, c'est le tonton. Le Duduche, c'est le woke, alors il a un peu changé aussi. Moi, voilà, je me vois un peu dans les 2 et donc j'essaye de voir comment les choses se matérialisent, voilà, dans leurs échanges. Et puis c'est marrant parce que le beauf et le Duduche, ils se voient au repas de communion. Nous, c'est les repas de Noël. Toutes les fins d'année, il y a des articles pour savoir, comment on va gérer ça. Je trouvais ça intéressant, cette histoire de point de vue aussi, d'essayer de se voir comme un personnage aussi, qui se transforme et qui a des particularités, au fait de se décentrer un peu. Par exemple, j'ai fait une rencontre à Strasbourg et il y avait un de mes cousins
et qui après, j'ai mangé avec lui et il m'a dit, tu te rends pas compte aussi comme c'était insupportable quand tu revenais totalement transformé en 6 mois. Et c'est vrai. Il me raconte qu'une fois, il me dit: «On te quitte, on est en train de enfin, on se fait une bonne bouffe, tout va bien et 6 mois après tu reviens, tu es devenue totalement végane et tu me traites de meurtrier parce que j'ai des chaussures en cuir». Et c'est aussi caricatural et violent que aussi, ce qu'on produit, parce qu'eux peuvent ressentir. Nous, on pense au fait qu'on va souffrir en rentrant à Noël. Enfin, moi, j'ai pu me dire ça longtemps. Mais en fait, on va produire aussi de la violence pour les autres et du coup, c'est des choses qui me fascinent, un peu aussi comme dans, Les bons pères de famille. Ce qui se joue dans les cellules familiales, c'est souvent aussi après, ce qui se joue dans les sociétés donc voilà, je trouvais ça intéressant. Le nom de notre book club, c'est le Female Gaze. Tu parles du concept du bourgeois gaze de Rob Grams. Est-ce qu'avec ce livre, tu veux apporter un beauf gaze? Un beauf gaze? Bah, je sais pas parce que je suis pas trop dans le truc, fierté beauf et compagnie parce que moi, je maintiens que je vois pas ce que ça veut dire. En fait, je vois que l'objet de domination que ça peut être. Je vois que ça sert à se mettre dans le bon groupe et à s'exclure du mauvais. Parce qu'immédiatement, si on a un tonton raciste, ça veut dire que nous, on l'est pas. Et je trouve que la manœuvre est un peu grossière et vaine et fausse. Donc je le vois comme ça et je saurais même pas par où commencer pour faire une fierté beauf, quoi. Beauf gaze, non. Après, alterner, ces points de vue, ça m'intéresse. Réfléchir à l'assignation, et l'accaparement des paroles et des pensées des classes populaires, ça m'intéresse. Et peut-être, que s'il y avait une définition du beauf si je dois en apporter une, c'est un peu le manque de culture ou le déficit culturel. Si la pauvreté, c'est le déficit en argent, moi j'aime bien dire que être beauf, c'est manquer de culture. C'est ne pas vouloir se transformer, c'est pas vouloir s'émanciper par la culture ou ne pas pouvoir le faire, en fait. C'est même pas forcément toujours une décision. S'il y avait une inversion à faire, je dirais, ouais, d'essayer de regarder ces choses-là pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des inégalités sociales. C'est ce regard-là que je demanderais à changer, c'est d'arrêter de blâmer les gens, de pas avoir hérité de la culture, de pas avoir, développé leur culture, d'essayer de relativiser un peu, sur, les attentes culturelles, et la culture légitime et voilà, essayer de repenser le truc comme ça. Mais c'est pas sur le personnage, j'y crois pas à ce personnage, moi. Je pense il existe pas. Par contre, il raconte beaucoup de choses de la transformation et oui et de la manière dont on fait parler les classes populaires aussi. Mais bon, ça c'est la phrase de Bourdieu, que je répète toute la journée, «Les classes populaires ne parlent pas, elles sont parlées» et alors ça, je pense que le beauf aussi, dans un sens, je pense que si, déjà en faisant un objet d'humiliation, on fait parler les classes populaires enfin on l'utilise pour les silencier, mais si j'arrivais en disant: «Non, en fait, c'est génial, ils sont tous comme ça», avec une espèce d'exaltation et un enchantement et tout, bah, je tomberais dans un autre travers, du mépris, social qui est la fétichisation. Voilà. Moi, je pense qu'il faut rester raisonnable et être pile au milieu de la considération, humaine. Voilà. Ni emphase, ni fétichisation, ni: «Ah, ils sont extraordinaires, regardez, ils savent faire la fête et puis ils ont rien, ils donnent tout» et puis voilà. Insupportable. Aussi insupportable pour moi que la diabolisation et l'essentialisation. Ils sont tous par nature irrécupérables. Essentialisation du vote aux classes populaires aussi pour le RN, alors que le premier vote des classes populaires, 30 d'abstention de gens, qui n'y croient plus. Après le RN arrive et après très proche, il y a l'UNFP, donc il y a aussi des beaufs de gauche. Bon voilà, je me dis que c'est plus que de recréer un personnage ou une fierté caricaturale, essayer plutôt de mettre de la nuance, dans tout ça. Oui, sur la question du vote, tu rappelles qu'il y a quand même, dans les milieux ruraux, 60 de personnes qui n'ont pas voté pour le RN. S'ils n'ont pas voté en majorité pour le RN et c'est un peu trop absent quand même des discours, Moi, j'ai encore fait des AG, pendant que j'écrivais le livre où on tombe dans une personne sur 2 en France est raciste. Alors, soit tout le monde l'est et c'est structurel et je peux l'entendre, hein, mais là, on parle en fait des lecteurs RN et là, il y a pour moi
une erreur d'analyse à penser ça. Déjà, la première chose que ça peut créer, c'est de l'autoréalisation, parce qu'à force de le dire et à force de penser ça et de le répéter, on abandonne les gens sur les territoires qui sont de gauche, et j'en connais plein, voilà, il y a plus de partis, il y a plus de syndicats. Là, moi, je les connais plutôt dans la culture, essayer de faire vivre les imaginaires progressistes avec des pièces de théâtre, en allant lire dans les EHPAD, en faisant de l'action culturelle dans les écoles. Déjà, ces gens-là, on va les épuiser si on continue à nier qu'ils existent et qu'ils luttent. Et puis, il y a le risque d'abandonner totalement le champ des abstentionnistes. Voilà. Moi, je pense pas qu'on puisse aller prendre chaque électeur du RN et le transformer en lui disant si je te donne toutes les infos, tu vas forcément voter à gauche. Je pense que ça, c'est un peu. C'est sûrement trop tard. Par contre, il y a encore plein de gens à récupérer. Et c'est pour ça que je trouve que le beauf, c'est un rouleau compresseur qui met tout le monde dans le même panier. Et voilà. Quand j'ai fait une interview pour Libération, ils avaient titré Je suis là pour dire que les beaufs de gauche existent. Bon, bah voilà, j'aime bien. Ouais, en fait, il y a de la nuance. En fait, je le dis souvent, il y a 50 nuances de prolos et 50 nuances de beaufs. Mais comme ils peuvent jamais s'exprimer pour raconter leurs histoires, ben, on leur assigne des affects, on leur assigne des goûts, on leur assigne des traits de personnalité, même des traits physiques. Et c'est juste ça que j'ai voulu essayer de faire. Moi, je raconte que mon précaré, famille d'héritage communiste, rural, de gauche. Bon, voilà. Ça veut pas dire que je dis que tout le monde est comme ça. Une des conclusions qu'on peut tirer de ton livre sur ce sujet-là, tu le dis d'ailleurs, c'est que la gauche doit absolument renouer avec les classes populaires. Ton livre, c'est un peu une pierre, une brique qui va dans ce sens-là. Ça n'a pas de sens, cette phrase, mais... Oui, bah, c'est ma pierre à l'édifice, c'est ça que je voulais dire. Oui, il y a plein de choses à changer, hein. Moi, j'apporte juste une petite réflexion sur ça. Sur les classes populaires et les beaufs, parce que c'est important aussi de... Parce que je reviens à ce qu'on se disait sur les bons pauvres et les mauvais pauvres. Après, je pense que la gauche s'occupe bien des bons pauvres, de ceux qui sont de gauche, de ceux qui lisent Proudhon en rentrant de l'usine le soir, ceux des cités, voilà, les personnes racisées, tout ça. La gauche sait s'occuper de ces classes populaires-là. Je pense qu'elle sait moins s'occuper des mauvais pauvres. Et dans ces mauvais pauvres assignés, tout le monde n'est pas un ennemi misogyne, homophobe. Bien sûr qu'il y en a, mais c'est peut-être ça la nuance que j'essayais d'apporter, c'est que il faut essayer de recoller avec eux. C'est pas, encore une fois, de nier et de tomber dans le facho pas fâché. En fait, vous comprenez, ils sont pas racistes. Ils ont des problématiques plus grandes qui les excuseraient. C'est vraiment pas ça. C'est voilà, revenir à la nuance. Il y a encore des gens à mobiliser qu'on a laissé tomber ouais, à cause d'une simplification de la pensée. Pour rebondir sur ce qu'on disait avant sur le bourgeois gaze, tu parles aussi, je sais, c'est peut-être toi qui fabrique ce terme de gentrification culturelle. Non, ça circule beaucoup, ça. Ouais, en tout cas, moi, j'ai vu pas mal de vulgarisateurs de sociaux en parler. Je cite d'ailleurs la personne qui en parle beaucoup. La gentrification, ça a été beaucoup théorisé sur le territoire, en urbanisme, et puis ouais, dans le territoire globalement. Et puis ça commence à être un petit peu étiré sur la culture. Mais ça, c'est pas très bien reçu par les sociologues, par exemple. Oui. Mais bon, ils savent pas que moi j'invente des mots, donc bon. On a le droit d'inventer des... Oui, beau pessimisme, bon voilà, je sais pas. Ouais. Mais bon, gentrification culturelle, je trouve que cette formule, elle mérite de bien raconter ce qui se passe voilà, dans cette. Je pense que c'est une forme de domination culturelle aussi, avec le visage souriant de la bourgeoisie qui dit non, mais c'est génial, alors qu'en fait, c'est assez violent ce que ça produit derrière. Et je donne plusieurs exemples, notamment, bon voilà, je l'ai beaucoup raconté, mais c'était Juliette Armanet qui reprend La Rousseau, et je vous invite à écouter les 2 extraits qui sont en ligne, d'écouter les 2 versions, et puis vous verrez. Mais voilà, moi je raconte que déjà, La Rousseau, c'est une reprise de Régine.
Moi, j'aime la version de la Rousseau, donc c'est une reprise. J'ai aucun problème avec les reprises. Je trouve ça génial. C'est le principe des musiques actuelles. Joe Dassin fait des tonnes de reprises, et peut-être un peu trop parfois, parce qu'il allait jusqu'à reprendre du reggae à un moment donné. Bon, bref. Et bon, ça, c'est un jugement, mais. Et donc, moi, j'adore la chanson de la Rousseau dans sa forme actuelle. C'est vraiment, depuis qu'elle est sortie, elle est dans ma playlist particulièrement de rupture. J'ai beaucoup écouté. Et donc, je l'aime comme elle est, quoi. Les paroles, le côté disco, dance, voilà, je l'aime comme ça. Et puis ses vibes, voilà, elle en fait beaucoup. Des fois, je comprenais même pas les mots qui étaient racontés, mais je l'aimais comme ça. Et donc, là, il y a Juliette Armanet qui reprend Tu m'oublieras. Oui, c'est ça. Chez Augustin Trapenard sur France Inter, reprise au piano, très sobre, très élégante, très plaintive, voilà. Enfin, façon chanson française. Bon, je l'aime aussi la chanson, parce que voilà, son essence est respectée et tout. Je redécouvre d'ailleurs des passages où la Rousseau vibe tellement que je n'avais même pas compris ce qu'elle disait. Mais voilà, ce qui m'interpelle, c'est que en commentaire et puis même dans mes amis, elle est belle cette chanson, en fait. Et en fait, c'est vraiment la gentrification pour moi, résumé en 2 mots. C'est il a fallu nettoyer la chanson de ses attributs un peu vulgaires, un peu beaufs. Il a fallu la transformer et la rendre fréquentable et au goût des dominants du bon goût et de la culture pour réaliser qu'en fait, elle était bien. Et ça, je donne d'autres exemples sur Starmania. Donc, moi, je suis fan depuis que je suis gamine. Même la version avec Moran qui avait été tournée en ridicule dans les années 90. Voilà, là, tout le monde adore maintenant Starmania. Et je ne peux que vous encourager à adorer parce que c'est génial. Je suis allée voir la version de Thomas Joly 3 fois et je l'adore. J'ai des petits désaccords de mise en scène, mais ça l'intéresse sûrement pas. Et vous non plus. Mais il a fait une vidéo combinée et il dit ah, mais ce qu'on se rend pas compte, mais en fait, c'est hyper politique, Starmania. Et j'étais waouh, mais on le sait. On est des millions à le savoir déjà. Moi, ne serait-ce que mon petit bout de précaré, encore une fois, ma page, elle s'appelle Préparez-vous pour la bagarre. C'est les paroles de Quand on arrive en ville. Quand j'ai donné le nom de la page, on est beaucoup venu me dire mais comment tu peux donner un nom de page féministe à une chanson qui dit qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings. Et moi, j'avais toute mon analyse qui était prête. Je fais pour moi, on attribue aux zonards, qui sont les anarchistes un peu nihilistes de la pièce, d'être responsables des violences sexistes dans l'espace public. Mais en fait, regardez, à la fin, ils disent enfin, du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Donc moi, j'avais déjà, enfin, je veux dire, j'avais capté en fait tout ça. Et on est des millions à avoir capté tous les spectacles que j'ai fait de Starmania. Les gens ont très bien compris la dystopie, les questions climatiques, 0 janvier, c'est Trump. Ça fait un moment que tout est dit. Et voilà, en fait, on pourrait dire, on pourrait faire autrement, dire ah, j'avais pas compris. Ça, ce serait pas mal en fait. Et le problème après, c'est que après la dernière étape de la gentrification, je ne l'ai pas dit comme ça dans le livre, mais maintenant je la verbalise comme ça, c'est qu'il y a le gaslighting. Et c'est peut-être ça qui pose problème, c'est qu'après on va nous dire non, mais on a toujours aimé, je vois pas de quoi tu parles. Et toi tu dis mais attends, moi j'y étais, c'était affreux. Il y a notamment des gens qui m'ont dit non mais c'est pas beauf Joe Dassin, non mais Starmania c'est pas beauf, mais Johnny c'est pas beauf. Johnny c'est pas beauf. Je suis allée voir Johnny en 2009 au Stade de France. Tous les gens à qui j'en ai parlé étaient au bord de vomir et de me dire mais t'es facho, mais compagnie. Voilà, le gars il est mort maintenant et maintenant tout le monde adore Johnny. Donc moi je veux bien que les gens évoluent, c'est trop bien, mais après cette histoire de gaslighting rend fou parce que on se dit mais attends, j'ai mal interprété tout ça. Et tout ça c'est pour quelque part toujours réécrire l'histoire pour faire oublier qu'on a pu se planter parce que souvent ça, ce sera ma prochaine newsletter que vous lirez. Mais souvent, en fait, quand il y a une expression de parole populaire, une autonomie, quelque chose qui n'est pas passé sous le radar des intellos, qui a du succès, la première réaction, c'est le mépris et le rejet. Immédiatement. Ça fait peur, on comprend pas. Jul, on comprend rien. C'est quoi ce mec en claquette? Hop, il se fait défoncer. Après, on s'habitue un peu. On commence à intellectualiser.
à essayer de tirer les ficelles parce que bon, comme il est là pour rester, qu'il a pas, enfin, il a pas l'air de vouloir partir, on a un peu envie de faire partie du truc. Donc là, il y a des sociologues qui ont commencé à dire, ouais, en fait, c'est un auteur oulipo, poète du XXe siècle. Il y a un autre mec qui a écrit, c'est le Léonard de Vinci du XXIe siècle. Là, tu fais, non, c'est trop. Parce que même lui, il écrit, enfin, si on l'écoute lui, en fait, il dit qu'il met pas trop de soin forcément dans ses textes. Voilà. Et puis, euh, et puis après, quand c'est normalisé, que c'est devenu cool d'écouter Jul, et ben, en fait, la phase de violence n'est jamais arrivée. Et donc, c'est une stratégie d'écrasement que je trouve assez redoutable parce qu'elle est pernicieuse, elle est en 3 étapes et au final, c'est un arrachement de ce qui avait été aimé et une négation des violences qui ont été exercées à l'instant, enfin, dans le passé, quoi. Et ça, on le retrouve dans plein dans plein d'événements, en fait. La bourgeoisie fait souvent ça. On dit la phrase les vainqueurs, c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, mais c'est comme ça. Sur l'affaire Kanta, c'est pareil. Il y a eu un livre qui était sorti et des interviews de féministes de droite qui disaient mais les féministes de gauche ne se sont pas bougées pendant l'affaire Kanta parce qu'elles étaient complaisantes, alors que c'était tout l'inverse. Et donc voilà, la réécriture de l'histoire aussi. Il me semble que vous n'avez pas publié aux mêmes éditions ce troisième. Oui, c'est vrai, c'est chez Seuil, là. Ouais, et Ben, c'était le côté prendre ma liberté, enfin savoir si j'étais capable de faire un livre sans l'éditrice qui m'avait trouvé sur les réseaux sociaux. Et puis il y avait le côté ouais, plus récit personnel, document. Alors que là où j'étais, c'était une collection très sciences humaines et c'est vrai que là j'en suis complètement sortie. Et accessoirement Bolloré. Ouais. Mais je fais pas de leçons sur les gens qui resteraient à Bolloré. Là, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas un jour une adaptation des bons pères de famille en BD. Bon. Il y a un chapitre qui parle à tous, c'est la question du prénom, ou les prénoms supposément beaufs. ouais. Et ce que tu expliques qui est hyper intéressant, c'est que historiquement, en fait, un nom devenait beauf quand il était beaucoup utilisé. Ouais, il devenait ringard. Il devenait ringard. En fait, c'est ce que Baptiste Coudemont m'a expliqué parce que je raconte avoir écouté un sketch sur France Inter, encore une fois, et qui m'ont reçu, hein, ils étaient fair-play. Ils en ont parlé de ce passage-là. Ils ont parlé de Juliette Armanet, mais pas des prénoms. Et donc, j'entends un sketch et ça parle de beaufisation des prénoms. Et ça parle des prénoms beaufs et ça dit en gros, pour vous dire qu'il y a toujours en fait dans le beauf un rapport avec la culture et la politique, c'est que ça dit et puis quoi, on va avoir un président Jordan et puis ensuite un premier ministre Kevin et une ministre de la culture Kimberley. Et je fais ah, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Et ça parle de prénoms beaufs, donc j'ai écrit à Baptiste Coudemont qui est spécialiste de classes sociales et de prénoms. Et je lui ai dit Baptiste, qu'est-ce que c'est un prénom beauf? Donc il m'explique qu'en fait c'est avant les années 80 à peu près, c'est la bourgeoisie qui donnait des prénoms et les classes populaires qui les imitaient. Donc voilà, par exemple, moi il m'avait donné l'exemple de Simone, c'était un prénom bourgeois, et puis après il s'est répandu, enfin il a ruisselé, comme qui dirait, sur les classes populaires qui l'ont utilisé. Puis à un moment, quand il est trop donné, ça devient ringard. Voilà, il m'expliquait qu'après les bourgeois disent ah mais regardez, il a donné un nom de grand-mère à son enfant, quel ringard. On parle d'avant les années 80, hein. C'était d'autres problèmes. Et donc là, phénomène de distinction et il passe à d'autres prénoms plus originaux, plus bourgeois, voilà. Et ce qui se passe dans les années 80 et 90 avec la culture de masse et la télé, c'est qu'il y a des prénoms qui vont venir, qui vont naître dans les classes populaires et y mourir d'ailleurs, puisqu'ils seront jamais repris par les autres. Et c'est ces prénoms-là qui viennent de la culture de masse, des séries, Kevin. Kevin, il y a un énorme pic dans les années 90, et qui a fait comme ça, et il y en a presque plus après. Et donc, ces prénoms-là, issus des classes populaires, ont subi une véritable sanction aussi de la bourgeoisie, parce que ça a été le mauvais goût absolu. Et ça, voilà, la sentence a été sévère. Et d'ailleurs, où j'ai fait partie des gens qui sont pu se moquer des Kevin, hein, à l'école. Hein, je le dis un peu dans le livre aussi.
Voilà, c'était le stigmate absolu du mauvais goût. Et pour lui, pour Baptiste Coulmont, ça, c'est une sanction, une sorte de violence et une sanction contre un mouvement d'autonomie de son giron. Voilà. Et moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé avec les élections. Ça me fait penser à, à cet accueil difficile pour les mouvements populaires, parce que là, il y a cette notion d'autonomie. Il y a presque une peur un peu viscérale de la révolution, du danger. Voilà, qu'est-ce que fait cette foule en délire qui n'est pas sous notre coupe. Et je trouve que voilà, l'histoire des prénoms, ça résume bien cette histoire. Prise d'autonomie, on se contente plus des miettes des prénoms, on trouve nos propres prénoms, chut, sanction. Vous venez de l'évoquer, le terme mauvais goût. Pour vous, ça existe par contre le mauvais goût? Si Est-ce le que mauvais si le goût, ça terme, existe, si le beauf n'existe pas, est-ce que le mauvais goût finalement ça existe? ça, pas vraiment. Non. Ça, là, il existe parce qu'il y a une hiérarchie de gens qui pensent avoir le bon goût. Après, c'est un peu partir dans le relativisme culturel, mais qu'est-ce que le bon goût et à quoi sert le goût en fait en termes de distinction? Je pense qu'on a des goûts, personnels. Je le raconte un petit peu, mais à l'adolescence, au début de l'âge adulte, on teste ses goûts. Voilà, il se trouve que en musique, moi, je me suis mise à adorer le rock indé, la pop. Je l'ai pas fait, je crois, par distinction, mais bon, voilà. C'était pas ma culture initiale, donc ça, bon, bah là, je me dirais, il y a des goûts un peu sincères et tout. Et puis après, il y a moi ce que j'ai fait, de commencer à aller voir des films en VO et arrêter de les voir en VF. Je l'ai fait par pure distinction, parce qu'en plus, j'aimais pas ça. Donc aller à la Maison de la Culture de Bourges, arrêter d'aller au Méga CGR et puis après, le balancer à la gueule de ma famille en disant mais vous devriez arrêter de regarder les films en VF. Enfin, c'est des gens qui jouent par-dessus les vrais acteurs, vous voyez même pas leur jeu et tout. Ça, je suis vachement en train de revenir à la VF. Voilà. En ce moment, j'aime bien. Et voilà, donc des goûts. Moi, j'aurais tendance à considérer que le mauvais goût, en fait, je pourrais dire que moi, j'aime pas les films en VO, par exemple, ou j'aime pas les films en VF. À partir du moment où je dis que c'est du mauvais goût de consommer autrement que moi, là, je mets une distinction. J'aurais tendance à dire que, voilà, je résumerais comme ça. On entend beaucoup parler de plaisir coupable aussi dans la même veine par rapport à ça, où on sait qu'on va pas être, comment dire, c'est pas que dans la norme, mais il y a une échelle justement de valeurs et on va pas oser dire ou assumer, alors que pour nous, c'est pas beauf, c'est juste des bons souvenirs, des choses qui nous ont accompagnés. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de cette notion un peu? Je sais pas si tu l'as Ah, bah, développée. j'en parle largement du plaisir coupable, notamment de ce petit mur que je me suis pris, et notamment sur Jodassin, dans les milieux universitaires. Moi, j'étais en milieu universitaire, j'étais en première année de fac, donc on se calme. Mais moi, j'ai commencé la fac, j'ai pas fini, j'ai pas réussi. Mais j'étais très engagée dans les syndicats et je bloquais la fac. J'avais des copains anarchistes et d'extrême gauche et on écoutait du punk. Et un jour, en soirée, quelqu'un met Jodassin et moi, je suis trop contente parce que je me dis ah ben trop bien, j'aime sincèrement. Et puis là, j'ai vu toute une chorégraphie sociale se jouer autour de moi, le mettre à distance, ironiser sur les paroles, voilà, jusqu'au fameux moi, c'est mon plaisir coupable qui m'a sonné. Alors, immédiatement, j'ai dit moi aussi, hein, parce que distinction et volonté d'être acceptée. Et après, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Alors, mais je le dis dans le livre, si c'est un plaisir coupable, quel est mon crime? Et quel est le crime que j'ai commis? Puisque pour moi, il y avait jamais eu de mise à distance de cet artiste-là. Donc voilà, le plaisir coupable, ben ça, c'est encore une notion de distinction. Et puis là, bon, j'élargis un petit peu, mais la distinction avant, comme on le voyait sur les prénoms, c'était dès que les prolos arrivaient, il fallait absolument partir. Quand ils sont arrivés dans le tennis, il fallait se mettre au golf. Enfin, il y avait un truc de vraiment, on partage rien avec eux. Puis là, il y a une forme de nouveau variant de la distinction à peu près. C'est d'être cool et bienveillant. Donc là, on va dire
on va consommer par-ci par-là un peu de culture populaire, mais sous condition. Donc ça peut être la condition de dire oui, mais alors en fin de soirée à 2h30, en plaisir coupable, à la salle de sport, en continuant quand même à maîtriser le reste. Parce qu'il ne faut pas faire que ça. C'était juste pour rebondir sur le mauvais goût. Il y a un super livre qui s'appelle Vulgaire de Valérie Ray-Robert. C'est 7 ou 8 autrices et elle analyse ça, en fait, qu'est-ce qui est vulgaire et pourquoi. Il est top. Voilà, c'était juste. Ça peut faire une super transition sur un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est celui des femmes beaufs. Ouais, Tu en parles un petit peu et bah oui, j'ai été bien embêtée par ces femmes beaufs que j'ai cherchées pendant tout le livre et que je n'ai pas trouvées. À part d'être des femmes d'eux, donc les femmes du beauf, la femme groseille, la femme tuche, la femme bidochon. Donc voilà, des postures pas très écrites et pas très développées. Quoique la mère groseille, elle a un peu dans la vie étant le fleuve tranquille, un peu plus de personnalité. La femme tuche aussi, mais bon. Donc voilà, des femmes d'eux. Des petits éclats de représentation, même chez les féministes, à travers la cagole, d'un côté. Heu, heu, un peu chez les lesbiennes, la butch qui est pas ou voilà, un peu qui est trop masculine, qui rentre pas dans les codes de la féminité. Voilà, des petits éclats comme ça. Il y a aussi parfois, on l'a vu dans les milieux de gauche et dans le féminisme, des femmes de ménage qui sont dans une action syndicale et tout, mais j'ai trouvé ça très, parcellaire et très, par petites gouttes et je me suis demandé, voilà pourquoi il y avait une telle invisibilisation, des femmes de classe populaire et pourquoi elles étaient un peu réduites aussi à quelques, voilà, petits fragments comme ça de représentation. Mais voilà, j'étais arrivée à la fin du livre et je me suis dit: «C'est un autre livre à faire». Donc moi, j'essaye de donner, quelques pistes, voilà, parce que bon, ben, le point de départ, c'est que moi, j'ai eu la coupe du mulet petite, j'ai pas mal d'attributs, qui pourraient être ceux de la femme beauf, voilà. Je vous spoile pas trop et voilà, j'ai essayé de l'interroger. tu abordes certaines morts qui touchent en priorité les milieux ruraux, les classes populaires. Tu parles notamment des accidents de voiture et des risques liés aux déserts médicaux. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, il y a pas que les déserts médicaux, il y a une surmortalité, des classes populaires, au travail, dans les accidents du travail. Il y a 80 des accidents, de la route qui ont lieu sur une départementale. Hem, voilà, ça, c'est des données objectives que j'avais et que j'ai jamais réussi à m'approprier ou à penser pour ma propre famille, alors que j'ai connu beaucoup de morts précoces, dont celle de mon père et de mon oncle, 38 et 42 ans, qui était, ouvrier boulanger. Il y a plein de choses que j'ai pas réussi à intérioriser ou à intégrer parce que c'était des approches trop intellectuelles, trop froides, trop bassement, statistiques et c'est un peu aussi un exercice que j'ai essayé de faire, c'est de mettre un peu de corps à tout ça. C'est con de dire ça, mais non, ça marche pas mal. Comme un peu on avait fait avec le féminisme quand on a compté les féminicides, qu'on a essayé de raconter le quotidien des personnes qui avaient vécu des violences au quotidien, au passé, les traumas. On a quand même fait tout un truc sur le corps, quoi, le rapport à la mort, le corps. Et je voulais essayer de voir si on pouvait parler de la classe comme ça. Donc c'est pour ces raisons que j'en parle beaucoup. Il y a une partie entière qui est sur la mort. Et oui, il y a maintenant aussi les déserts médicaux. C'est là, on a reçu enfin, une nouvelle étude qui est sortie après la sortie du livre où maintenant il y a un écart d'espérance de vie entre selon qu'on vit dans un désert médical ou dans une grande ville. Et les déserts médicaux, le premier désert médical, c'est la Seine-Saint-Denis. Et après, malheureusement, il n'y a pas loin d'où je viens, Saint-Amand, Ron, enfin le Berry. Donc voilà, je trouve que là, maintenant, il y a 1 an et demi d'espérance de vie entre les hommes, de différence entre un désert médical et le centre urbain. Et pour les femmes, c'est 8 mois. Parce que, bon, moi, ça, je pense que ça vient du fait que l'espérance de vie est déjà plus élevée pour les femmes. Donc voilà, c'est très concret, en fait. C'est pas qu'une abstraction ou que des lignes dans un texte ou sur un flyer. En fait, je trouvais ça tellement édifiant de voir que
que malgré tout ça, on pouvait continuer à être dans la moquerie ou dans l'humiliation d'une partie de la population qui, par ailleurs, se tapait ça derrière, quoi. On en parlait un petit peu avant que ça commence, mais je trouve que c'est intéressant, donc j'aimerais bien que tu en parles pour tout le monde. Ce livre, tu l'as présenté dans des grandes villes et dans des plus petites villes. Et quelle est la différence? Ouais, ça, c'est génial. C'est un de mes trucs préférés, je crois. C'est que quand j'ai fait des rencontres à Paris et des interviews donc dans les médias de gauche, tout ça, il a souvent été, voire systématiquement ajouté: «C'est super, ça fait réfléchir. Par contre, je suis pas d'accord avec vous sur la critique du film 20 Dieux». Donc je critique le film 20 Dieux, voilà, pour que vous sachiez. Et j'ai fait des rencontres Bourges, Tours et Nevers, une petite ville rurale pour Nevers et Bourges, enfin petite ville moyenne. Et là, spontanément à la fin, des prises de parole pour dire: «Ah puis merci d'avoir écrit sur 20 Dieux, on n'en peut plus de ce genre de film». J'ai trouvé ça trop bien. Et donc c'est assez rare pour un essai, il est plus vendu en dehors de Paris qu'à Paris. Voilà, ce qui a un peu déstabilisé Seuil, qui n'est pas habitué à ça. Donc voilà, ça change pas mal de choses, c'est trop bien. Moi, je suis trop contente. Et Ça voilà. peut-être aussi un lectorat différent de tes premiers livres. Mais il y a quand même pas mal de gens qui, enfin, j'ai l'impression, hein, de moi, les gens qui viennent signer en tout cas, ont lu les autres. Et après, il y a des gens qui arrivent qui ont juste lu des interviews. J'ai l'impression qu'on est sur un 50-50, mais oui, ça ramène des gens différents, ouais. Et moi qui m'intéresse pas trop, même pas du tout au cinéma, j'ai un nouveau podcast préféré depuis quelques semaines. J'aimerais bien qu'on en parle. Tu co-animes avec Lorraine Marx L'Heure des Prololotes. Donc un podcast dédié au cinéma. Un ciné-club un peu destroy. Alors Lorraine, pour le coup, s'y connaît en cinéma, hein, mais moi pas trop. Et on donne notre avis, quoi. C'est un peu l'heure des pros, mais pour nous. Alors, par contre, ce qui est fou, c'est qu'on voulait au départ ne pas travailler, mais on en est incapable. Donc en fait, on les prépare beaucoup. Oui, on s'est décidé à le faire. Euh, c'est un peu parti. Enfin, c'est pas dire que c'est parti de là, mais en tout cas, moi, je déteste. Je déteste. Je le dis 2 fois pour vous dire. Montée dramatique. Le cinéma social français, ça me rend malade. Et donc je déroule, et ça fait depuis des années. Mais vraiment, la tête haute, j'en suis sortie malade. C'était en 2009, donc pour vous dire que c'est un truc qui dure. Je le fuis. J'ai dit à plusieurs de mes amis, mais arrêtez de me traîner dans des trucs comme ça, c'est la dernière fois. Puis après, j'ai une attraction-répulsion, donc j'y retourne, puis je suis agacée. Bon, là, j'essaye de nommer pourquoi, et notamment avec cette histoire de casting sauvage. Voilà. C'est des débuts de réponses. Le bourgeois gaze en est une autre. Et donc, voilà, avec Lorraine, on s'est trouvés parce que on a un peu les mêmes avis, et du coup, on est un peu en train de monter nos théories sur tout ça. Est-ce qu'il y aura un épisode sur Partir un jour ou pas? Elle l'a fait toute seule. Vous noterez elle a fait ses vidéos toute seule dessus. Le prochain, c'est sur l'affaire Quentin. Et le documentaire, bien sûr. Dernière fois, je crois qu'on t'avait reçu, tu nous avais dit que tu travaillais sur un livre sur la musique. Enfin, Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est toujours Oui, j'en ai commencé dans les tiroirs? Vous voulez aller par là. Ouais, mais j'en ai commencé un sur la musique. Mais c'est trop grand. Enfin, c'est une encyclopédie, quoi. Donc là, quelque part, c'est un peu ça aussi. Moi, j'ai plein d'idées, hein, plein d'idées. Et du coup, je dis plus parce que voilà. Je dis juste une chose. Mon père de famille, ça s'est arrêté sur l'homme populaire. Le prochain, ascendant beauf. Est-ce que ce sera la femme beauf? Peut-être. Peut-être qu'il y en aura plus qu'avant, puisque j'ai un peu fait un livre beauf. Dans le sens où, vous verrez, certains diront que c'est une dégringolade. Moi, je trouve que c'est une grande émancipation et un grand plaisir. Mais il est hyper différent de défaire le discours sexiste dans les médias. Où j'ai essayé de jouer le jeu de l'universitaire avec zéro idée de ce que ça veut dire, puisque j'ai pas eu mon DUG.
Mais je me suis tuée à la tâche, j'ai compensé à fond, j'ai énormément travaillé, j'ai voulu prouver tout ce que je disais par 40 occurrences, les notes de bas de page, tout ça. Et c'est vrai que je suis en train de me libérer de ça. Et du coup, ça peut peut-être aller plus vite. Et j'aime bien l'idée, à la Joule, de produire des essais tout le temps. Voilà. J'ai adoré la conclusion de ton livre, qu'on va pas lire évidemment, parce qu'il faut laisser aux gens le plaisir de la découvrir, mais il y a un terme que tu utilises qui va beaucoup, enfin, peut-être aussi qui me parle beaucoup, c'est celui d'euphorie sociale. Et du coup, je me demandais, enfin, c'est une question un peu bateau, mais est-ce que tu étais déjà très à l'aise avec tes origines ou est-ce que l'écriture de ce livre a aussi contribué à te sentir à l'aise? Ah non, ça m'a beaucoup aidée. J'étais dans un... Là, quand je parlais de l'épisode Jodassin à l'université, là, j'ai bien compris qu'on me demandait de me transformer et de renoncer à Jodassin et compagnie, et j'ai dit c'est mort. Mais j'étais pas non plus dans l'affirmation de continuer, enfin de l'écouter. Hein. Et là, je le dis, je me suis un peu dissociée culturellement. Hein. Y a pas, c'est pas dramatique. Hein. Mais j'écoutais, je continuais à écouter ça en secret. Je suis allée voir Johnny en secret. Bon, voilà, j'ai fait des trucs comme ça. Et je donnais le change. Voilà, oui, le dernier Man Dune est fantastique. On va voir le dernier. Voilà, je parlais des. Je regardais autant de cinéma indépendant et puis j'allais voir. Là, je l'ai encore fait cette année. Je fait plein de films indépendants avec des potes et puis après, je suis allée voir L'Île du Boss toute seule avec des pop-corn. Voilà, j'avais besoin encore de. Je vivais les deux, mais pas ensemble. Et ce livre m'a permis de complètement lâcher la rampe et de m'affirmer. Et ça fait vraiment du bien aux gens déjà qui baissent leur truc et qui commencent à dire ah mais moi aussi j'écoute ça, bah, c'est génial, voilà. Et à moi ça me fait beaucoup de bien. Et en plus c'est assez ça peut être assez cocasse de dire à des éditeurs non je peux pas dimanche parce que je vais voir les 10 commandements et de les voir se décomposer ou ne pas savoir du tout de quoi il s'agit et c'est drôle, voilà. C'est ton coming out bof un peu ce livre. Ouais. Après, ouais. Les gens qui me connaissent ne sont pas surpris du tout. Hein. Je le cachais pas non plus dans mon intimité. Non, par exemple, pour le cinéma, d'aller voir du boss, je le cachais pas. Je savais que personne ne viendrait. C'était différent. Dans mon sac d'amis. Donc, ils étaient très bien au courant. Puis d'ailleurs, voilà. Ceux avec qui j'ai travaillé avaient mes playlists. Enfin, bon. Et c'était pas un secret non plus, mais là, avec la notoriété, quoi, comme on veut l'appeler, je sentais qu'on commençait à projeter des trucs sur moi qui étaient complètement faux. Et j'avais besoin de rectifier un peu les choses. On a une question rituelle, tu as déjà répondu l'année dernière, mais je me souviens plus de ta réponse. C'est tu nous conseillerais d'inviter qui ici dans tes derniers coups de cœur? Tu peux en citer plusieurs si tu peux. Ben, je vais faire au plus simple. Je lis Nadé Jérica en ce moment, mon petit, et je trouve ça génial. Et elle a théorisé, elle appelle ça les gentrificators. Elle parle de son enfance c'est pas Montreuil, c'est Belleville, et de comment le quartier a changé, comment elle, issue des classes populaires, a été poussée justement vers Montreuil. Elle parle de violence médicale aussi. Voilà, c'est super. Je le trouve génial. Je dirais elle. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt.